Donc bonsoir, nous nous retrouvons pour la troisième visio pour présenter Alignment Horse avec Lise. Donc c'est la dernière présentation qu'on fait sur la série des trois. Donc Lise va nous faire une présentation pour continuer de nous expliquer l'approche. Et puis à la fin de cette présentation, ben, vous pourrez répondre aux questions. Enfin, si vous avez des questions à poser, ou voilà, donc on sera là pour y répondre. Lise pourra répondre à vos questions. Et puis ensuite, on prendra un petit temps je vous expliquerai, on en avait parlé, comment va se dérouler la formation en ligne. Alors sur l'organisation, hein, donc je donnerai les, les informations principales et ensuite, ben, si vous avez des questions, vous, pour la formation en particulier, je couperai à ce moment-là voilà, pour que ça intéresse pas les gens pour la visio d'avoir nos échanges à nous à ce niveau-là. Voilà, donc bonsoir à tout le monde et puis ben, Lise, je te laisse la parole. Bah, écoute, merci. Alors ce soir, ce que je vais faire, c'est la troisième présentation. Elles évoluent l'une sur l'autre. Si vous n'avez pas vu les deux autres avant, j'espère que vous allez quand même pouvoir comprendre de quoi on parle parce que je vais faire un petit récapitulatif de toute façon. Mais c'est pour aller un peu plus profondément dans ce que c'est vraiment cette approche de Alignment Horse. C'est quelque chose qui vraiment aide le cavalier et le cheval à comprendre les règles de l'équitation et comment le cavalier peut apprendre au cheval à utiliser son corps pour répondre à ces choses particulières. Donc l'équitation, ça peut être l'équitation de dressage parce que franchement, c'est pas que une chose ces jours. C'est vraiment, il y a l'équitation de dressage, de concours complet, de polo, de horseball, il y a tout plein de choses, mais la plupart des bases sont les mêmes. Donc le cheval doit vraiment commencer à comprendre comment contrôler son corps de lui-même et de s'éloigner un petit peu, d'être vraiment dépendant du cavalier pour comprendre comment ça se passe dans le monde humain. Donc je vais partager mon écran. OK. Et voilà, on va remonter au premier et on va mettre tout ça en route. Ok, alors comme je vous l'ai dit, attendez, je vais juste enlever un Voilà. peu toutes les personnes qui sont là et faire just speaker. Ok, voilà. Ok, so alignment horse, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc on va regarder un petit peu à l'intérieur de cette approche, de comment ça se développe, comment on commence les conversations avec les Salut chevaux. Lise. Ah, salut Antoine! On vient de commencer, alors je te laisse te put on mute, comment on dit ça, te Vous coupez le micro par contre. Ouais, couper le micro et on commence. Et puis après, on se parlera à la fin. c'est tout bon, j'ai l'habitude, c'est mon métier. Ok, ah bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà, cool, super. Alors, comme je disais, Alignment Horse, c'est vraiment cette idée où on commence à expliquer au cheval comment s'utiliser lui-même pour pouvoir répondre aux questions de l'équitation. Donc, ce n'est pas je n'utilise pas la science pour essayer d'expliquer l'équitation. J'utilise vraiment différentes sources scientifiques pour expliquer comment changer l'équitation. Donc, l'équitation est sous le microscope en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre monde du cheval qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on aimerait voir évoluer plus loin. On aimerait voir des changements dans l'approche du bien-être du cheval, etc. Donc, on va faire des efforts pour ça. Et les chercheurs qui sont vraiment en train d'essayer d'améliorer les choses pour les chevaux et pour les cavaliers, c'est des gens avec qui je travaille très prochement et j'étudie beaucoup leur travail. En plus que moi aussi, je suis chercheuse, donc je fais beaucoup d'expérimentation avec les chevaux
vivants, je précise, pas les cadavres, comme certains qui doivent malheureusement travailler avec les chevaux qui ne sont plus avec nous, mais qui nous apprennent quand même beaucoup de choses. Donc voilà, alors ça c'est Alignment Horse. On va commencer. Ah, peut-être, attendez, parce que des fois ça marche un peu mieux comme ça. Ah voilà. Alors, les phases de communication. Donc là, dans cette image, il y a moi. Et ça, c'est une jument qui s'appelle Chippy, que j'ai travaillé beaucoup avec, qui est juste au point en ce moment d'avoir un poulain. Donc, elle est énorme. Donc, ce petit ventre assez plat là qu'on voit là est très, très gros en ce moment. Euh, elle va avoir un joli poulain qui immédiatement va être dans le système de Alignment Horse parce qu'il est né à Kerblanquette, Kerblanquette, oh, c'est pas difficile, pas facile à dire, qui est le premier centre équestre ou école équestre qui a adopté Alignment Horse et qui fait partie de leur éducation du cavalier et de l'éducation du cheval maintenant. Donc, la propriétaire, qui s'appelle Amelia Pallock, elle a une soixantaine de chevaux et on travaille ensemble avec les juments portantes, les chevaux d'école, ses chevaux de compétition, etc., pour amener tout le monde à pouvoir comprendre un peu mieux ce que c'est d'avoir un corps qui est aligné, un esprit qui est aligné, une intelligence qui est alignée, parce que ce n'est pas du tout juste physique, il y a d'autres choses qui font partie de tout ça. Alors, on communique avec le cheval. La première chose qu'on doit apprendre, c'est comment est-ce qu'on communique avec le cheval. Le cheval, lui, communique de plusieurs manières. Donc, pour le cheval, dans la nature, il y a action-réaction que nous, on va utiliser. Et j'ai marqué ici conscience spatiale. Donc, ça, je vais élaborer un petit peu plus loin dans les prochaines fiches là qui vont s'afficher. Après, il y a code reconnaissable. Alors ça, c'est des codes qu'on peut mettre en place avec le cheval, qu'il peut reconnaître qu'il y a vraiment une conversation qui se passe entre l'humain et le cheval. Il y a aussi des réponses hormonales. Donc, pour le cheval, c'est des réponses basées sur la dopamine. Et pour l'humain, il y a des changements hormonaux quand nous, on change nos émotions envers le cheval. Donc, on peut changer aussi notre énergie qui produit des changements dans la façon dont le cheval nous le dit. Mais les changements hormonaux dans l'humain peuvent être aussi une grosse source d'information pour le cheval. Donc, on utilise ça vraiment énormément. Alors, on va repartir sur cette idée de action-réaction. Donc, le cheval, dans son état sauvage, ou même dans son état dans son champ, ou même avec nous quand on est en train de travailler avec lui, va diriger son attention la plupart du temps sur l'extérieur. Donc, une des choses que Alignment Horse fait vraiment, c'est d'aider le cheval à essayer de revenir de l'extérieur plutôt vers l'intérieur, donc l'intérieur de lui-même, où il peut utiliser son intelligence, parce qu'une fois qu'il est parti à l'extérieur, donc qu'il s'attache à ce qui se passe autour de lui, et là, il est plus en réaction qu'en réflexion. Donc, vraiment, il réagit à ce qui se passe autour de lui. C'est très important pour un cheval de pouvoir faire ça parce que bien sûr, c'est comme ça qu'il se garde en sécurité quand il y a du danger autour de lui. Alors, la première chose qu'il utilise, c'est son ouïe parce qu'il a une superbe ouïe qui peut entendre des choses jusqu'à 5 km de distance, suivi par la vision. Et combien de fois est-ce que vous avez vu un cheval qui relève la tête et puis après regarde dans la direction d'où le bruit vient? Et puis ensuite, il réagit avec son système nerveux, donc le système, normalement, ce qu'on appelle le système sympathique, ou si il a enregistré qu'il y a un danger, ou il pense que peut-être il y a un danger, il va partir. Donc, parce que là, c'est beaucoup plus sécurisant de partir et demander des questions plus tard que d'essayer de voir si vraiment il y a un danger ou pas et de se faire manger par le loup ou le lion qui arrive. Alors, pour nous, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut utiliser la façon dont le cheval communique avec son extérieur pour avoir une conversation avec lui. Alors, la conversation très basique au début,
quand moi je commence à expliquer à un cheval ce que c'est de pouvoir comprendre l'humain, comprendre ce que l'humain veut de lui et comment utiliser son corps pour répondre à nos questions, je commence à développer cette conscience spatiale. Alors, ça veut dire qu'au début, je ne lui demande pas une question, plus ou moins, je demande au cheval d'être au bout de la longe. Et chaque fois qu'il tombe vers moi, et vous avez eu cette expérience, je suis sûre, où tout d'un coup, le cheval se rapproche de vous au lieu de s'éloigner de vous sur la longe. Et sur un cercle, vous pouvez avoir des moments où le cheval se rapproche, s'éloigne, se rapproche, s'éloigne. Donc, on doit lui apprendre comment rester un petit peu vers l'extérieur et se tenir sur ce cercle qui est créé par nous avec la longe. Mais aussi, je ne veux pas juste qu'il est sur un cercle parce que c'est moi qui le tiens, mais je veux qu'il comprenne qu'il y a un cercle et que c'est lui et c'est sa responsabilité de commencer à comprendre comment ce cercle il se forme. Donc, la première chose que je fais, c'est que quand il revient vers moi, je vais reprendre mon espace. Parce que là, quand il arrive sur moi, quand il va à l'extérieur, j'étends mon bras et j'attends qu'il arrive à la fin de la longe et je le laisse sentir cette résistance que de lui-même, il peut décider de continuer à tirer ou pas. Ça, c'est sa décision. Mais quand il retombe sur moi, alors s'il met sa tête vers l'extérieur et commence à retomber sur moi à travers son épaule, que vous avez aussi toujours vu, là, je lui demande de faire un effort d'éviter mon espace et c'est en faisant une action vers lui, donc je mets mon corps dans l'espace qu'il vient de rentrer pour créer un petit inconfort. Cet inconfort, il le ressent et immédiatement va vouloir essayer de s'enlever de cet inconfort. Donc, lui va repartir dans l'autre sens et on espère qu'il va le faire en utilisant son corps d'une manière spécifique qu'on va discuter un petit peu plus loin aussi. Donc, le cheval vraiment apprend à s'éloigner du cavalier pour rétablir son confort spatial. C'est un peu comme si vous êtes dans un magasin et tout d'un coup, quelqu'un vient se mettre juste à côté de vous pour regarder les jeans que vous étiez en train de regarder. C'est pas très confortable. Donc, on a un choix. On peut pousser la personne. On est normalement trop poli pour faire ça. Ou on peut se déplacer. Ben, c'est à peu près cette chose de action-réaction comme ça. Alors ça, c'est la première conversation qu'on a avec le cheval. Alors là, les codes. Alors les codes sont très importants. Et la raison pour laquelle j'ai mis cette image, c'est parce qu'on voit que là, il y a un cheval. Ça fait des centaines de... Je me trompe toujours avec le mot français, mais des centaines de milliers d'années, je crois, que les humains avaient déjà commencé à avoir une relation avec le cheval. Et apparemment, dans les dessins qu'ils faisaient sur les murs de leur grotte, il y avait des messages. Donc, la première forme de communication écrite, si vous voulez. Donc, ça fait longtemps qu'on communique à travers le cheval, si vous voulez, même s'il est juste dessiné sur un mur, mais aussi l'humain, parce qu'il chassait le cheval, c'était une source de nourriture pour eux, devait connaître les codes du cheval aussi. Donc, il y avait quand même une petite conversation qui commençait à développer entre l'humain et le cheval. Pas une conversation géniale pour le cheval, parce que normalement, ils se retrouvaient sur leur assiette. Je crois qu'ils n'avaient pas des assiettes, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous, la deuxième chose qu'on va faire avec le cheval, c'est vraiment d'établir des codes visuels et sonores que le cheval peut commencer à enregistrer avec une compréhension de ce que ça veut dire. Donc là, on met en place, par exemple, cette idée que si le cheval se rapproche de moi, je vais faire un pas vers lui et je vais rester vers lui en mettant une pression virtuelle jusqu'au point où lui se retire. Donc ça, c'est un des codes. Les autres codes qu'on va établir, c'est les codes qu'on va mettre en place pour demander au cheval, par exemple, d'aller au trot. Beaucoup de gens utilisent juste le mot trotter, trotter et beaucoup de chambrières, mais ça, c'est action-réaction plus que question-réponse. Et ce qu'on veut, c'est vraiment commencer à allumer l'intelligence du cheval pour que lui réfléchisse un petit peu à ce qui se passe
et trouve une solution à la situation dans laquelle il se retrouve, donc une situation qu'on lui impose un petit peu, mais aussi qu'on lui demande de faire une réflexion pour qu'il puisse choisir la manière dont il va répondre à cette question. Donc, on utilise notre corps, mais on utilise aussi des sons. Donc, une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que si on utilise par exemple un bisou, il faut l'utiliser que pour les choses spécifiques que vous demandez et de ne pas après partir sur autre chose. Alors, j'entends beaucoup de gens, ils ont le cheval sur la longe et ils font tout ça, ils font tout plein de bruit et des gestes et tout. Et le cheval, au bout d'un moment, ne comprend plus rien. Donc, de nouveau, il va peut-être réagir, mais il ne va pas nécessairement répondre à une question et vraiment avoir une réflexion intellectuelle. Donc, on va établir ces codes visuels et sonores qui sont très spécifiques et qui nous aident à amener le cheval plus loin. Donc, chaque fois qu'on évolue plus loin et on va demander des choses plus compliquées, tant que le cheval comprend les bases, il peut évoluer plus loin d'une manière saine dans sa tête. Il va comprendre ce qui se passe, donc il ne va pas être anxieux. Et on sait très bien qu'un cerveau qui est anxieux, qu'il soit humain, canin ou équin, ne peut pas apprendre. C'est pas possible. Donc, avec Alignment Horse, on travaille sur cette idée qu'on va garder le cheval le plus calme possible dans sa tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lui demander de nous donner un peu d'énergie de temps en temps, mais une énergie haute n'est pas nécessairement une énergie anxieuse. Donc, il faut savoir la différence et savoir comment les aligner les uns les autres pour qu'on puisse avoir le meilleur résultat. OK. Après, il y a les réponses hormonales. Donc, la dopamine est une hormone très spéciale qui est utilisée par le corps pour nous pousser à faire certaines choses. Et quand on a fait cette chose, de nous pousser à le refaire. Alors, par exemple, si on a soif, tout d'un coup, notre corps nous envoie ce message et nous permet de trouver de l'eau. Ben, pour nous, c'est facile, on va à la cuisine et puis on a le robinet. Mais pour un cheval, c'est peut-être pas aussi facile. Dans la nature, lui, il va devoir aller chercher de l'eau, euh, lui donne un peu d'adrénaline dans son cerveau qui le pousse à chercher cette eau, le pousse jusqu'au point où il trouve l'eau. Quand il trouve l'eau, il peut satisfaire sa soif. Là, il a une réaction de dopamine. Donc, dopamine est relâchée dans son système, qui veut dire que la prochaine fois qu'il a soif, le cerveau refera le même chemin pour le ramener à l'eau pour qu'il puisse continuer à boire quand il en a besoin. Donc, nous, en tant que cavalier de Alignment Horse, on va utiliser ce processus dans le système du cheval et de l'humain d'ailleurs pour amener le cheval à comprendre des choses sur un niveau hormonal. Donc, on repart sur cette idée que le cheval est au bout de la longe. On va lui demander de se déplacer de nous. Quand il se déplace et il se rend compte que peut-être cette nouvelle forme de locomotion dont il a pris, parce que là, il aura changé la manière dont il tient son corps, parce que la plupart du temps, quand le cheval tombe vers nous sur la longe, c'est parce qu'il a mis sa tête vers l'extérieur et il a penché sa cage thoracique vers nous, ce qui fait pencher ses jambes aussi. Donc le cheval penche vers nous. Cette manière de se déplacer est inconfortable et nocive à ces structures. Donc, tout ce qui est muscles, ligaments, tendons et articulations vont être sous stress quand il est comme ça. Quand on lui demande de partir dans l'autre sens ou de s'écarter de nous pour retrouver un confort physique, euh, il va aussi éventuellement comprendre que dans la manière maintenant qu'il fait sa locomotion, donc ses jambes sont droites sous lui, la cage thoracique est revenue en verticalité, son dos peut relâcher et tout d'un coup, il se sent beaucoup plus confortable. Quand il y a du confort, il y a un relâchement de dopamine et on le voit quand le cheval mâchouille, quand on voit le et ça, je le vois
beaucoup quand je travaille avec mes chevaux ou les chevaux des clients, où l'instant que le cheval reconnaît, quoi, que son système nerveux reconnaît le confort, on va avoir ce mâchonnement et ce relâchement musculaire. Le relâchement musculaire mène au fait que le cheval peut relâcher son encolure et tous les muscles dans son dos, qu'on va parler aussi un peu plus loin. Alors ça, c'est une réponse interne, c'est une réponse hormonale interne. Et puis après, il y a la réponse externe, donc la récompense externe. Alors quand je travaille les chevaux, beaucoup, pendant la séance, il y a beaucoup de pauses. Je ne travaille jamais un cheval sans avoir au moins 6 ou 7 pauses dans la séance de travail de 45 à 50 minutes. Rarement est-ce que je vais travailler un cheval plus longtemps que ça, simplement parce que leur cerveau ne peut pas continuellement absorber beaucoup plus d'informations que 45 minutes. Déjà, 45 minutes, c'est pour un cheval qui est adulte, pour un cheval qui a déjà fait pas mal de travail. C'est pas du tout pour un jeune cheval. Pour eux, même 15 minutes, c'est énorme. Donc, mais pour un cheval adulte avec lequel je travaille depuis un moment, on a ces pauses qui sont vraiment importantes, surtout quand on vient de lui apprendre quelque chose. Alors, quand je viens d'apprendre un mouvement à un cheval, on fait ce que j'appelle la pause café, et c'est le moment où le cheval peut relâcher et je lui offre une friandise, que ce soit un bonbon ou une pomme ou un morceau de carotte, dépendant de s'il a un mort dans la bouche ou pas. J'aime pas nécessairement donner des carottes quand ils ont un mort dans la bouche. Euh, et je travaille en filet tout autant que je travaille en différents licoles, parce que j'aime bien que les chevaux puissent travailler dans n'importe quel équipement, c'est que ça ne devrait pas être un problème. Mais ce qui se passe dans le système du cheval quand il mâche, le gestuel de mâcher déclenche une réponse dopaminergique. C'est pas un mot très facile à dire, mais c'est un mot très important. Donc le cheval relâche de la dopamine et quand on vient de faire une connexion neuronale, ce qui veut dire que le cheval, deux de ses neurones se sont mis ensemble, cet accrochement de neurone à neurone est très faible. Donc, on doit la nourrir, on doit l'aider à rester accroché. Et une des choses qu'on peut faire, c'est justement, c'est donner ces friandises, parce que c'est un relâchement de dopamine. Beaucoup de gens sont un peu, ils n'aiment pas l'idée de donner des friandises à leurs chevaux dans le travail. Ce qui, je comprends, parce qu'il y a des chevaux qui peuvent très vite devenir un peu difficiles, qui viennent sur nous, qui nous fouillent les poches, etc. Donc, une partie du travail aussi, c'est d'apprendre au cheval comment prendre la friandise. Jamais est-ce que je donne une friandise à un cheval sans qu'il a dû s'écarter de moi en reculant, au moins 3 ou 4 pas, et qu'il attend. Il attend dans son espace à lui que je lui propose la friandise et que c'est pas une récompense, c'est juste un moment où on a un peu de tranquillité et de bien-être ensemble. Et ça nourrit cette connexion neuronale. Alors, la dopamine renforce le désir de répéter l'action. Donc, si on peut vraiment déclencher dans le cheval ces réponses dopaminergiques, on a la chance d'arriver à un moment où le cheval va choisir de lui-même de répéter l'action, au lieu que ce soit toujours nous qui sommes en train de générer l'action dans le cheval. Moi, c'est pas le but d'être à cheval et d'être responsable pour la locomotion du cheval. Je veux que le cheval soit responsable pour sa propre locomotion parce que je lui ai appris comment faire au lieu de lui faire faire. OK, on va continuer. OK, alors la dernière des façons de communiquer, c'est avec l'énergie. Donc, l'énergie, ça peut se créer d'une manière où on explose un peu l'énergie, où on commence à vraiment monter dans l'énergie, surtout quand on commence à monter les grades. Si je vais apprendre à un cheval, par exemple, à faire le passage,
je ne vais pas demander la même genre d'énergie de ce cheval-là que si je lui demande juste d'être calme et au pas. Mais ça ne veut, la grosse différence entre l'énergie et ce que je vois malheureusement plus souvent dans le monde du cheval maintenant, c'est qu'on demande de l'énergie, mais l'énergie est anxieuse parce que le cheval ne comprend pas ce qui se passe. Donc, il donne l'énergie, l'humain a des résultats, l'humain aussi, ayant eu un résultat, peut avoir un déclenchement de dopamine, mais le résultat n'est pas nécessairement le plus, euh, le meilleur pour l'état d'esprit et l'état physique du cheval et éventuellement bien sûr du cavalier. Parce que si on monte un cheval qui est hors d'alignement, ça veut dire que nous sommes en compensation. Si nous sommes en compensation, nous aussi, notre corps va en souffrir. Je travaille beaucoup sur les humains aussi, donc j'ai pas mal de cavaliers avec des problèmes d'épaule, de dos, de hanches, de genoux, parce que justement, ils sont en train d'essayer de diriger 650 kilos de cheval en mouvement. Et quand le mouvement devient de plus en plus grand, ben, il y a de plus en plus de force qui se met sur le système humain. Et nous sommes beaucoup plus petits que le cheval, donc on va aussi en souffrir. Alors, on revient à l'énergie. On peut monter en énergie ou on peut baisser en énergie. Donc, c'est aussi une façon d'utiliser euh, notre corps, nos émotions pour communiquer au cheval le genre d'énergie qu'on aimerait qu'il nous donne pour l'exercice qu'on lui demande de faire ou pour la leçon qu'il est en train d'apprendre. Donc, s'il apprend une leçon, je garde l'énergie plus ou moins basse. Mais une fois qu'il a vraiment enregistré la leçon, là, je monte en énergie pour lui demander un peu plus. Mais parce qu'il a compris intellectuellement la leçon, il ne devient pas anxieux avec son énergie. Donc, on a une énergie saine qui peut vraiment nous mener à une relation beaucoup plus approfondie avec notre cheval et beaucoup plus sécurisante pour nous et pour eux, bien sûr. OK. OK. Mouvement indépendant. Alors, je vais juste lire ce que j'ai écrit ici parce que ça, voilà. OK. Alors, les trois premières étapes vers l'indépendance de mouvement. Le cheval apprend à piloter son propre corps plutôt que de compter sur le cavalier pour le faire à sa place. Le cheval et le cavalier sont copilotes. Alors, j'ai utilisé l'exemple d'un avion piloté par un humain pour expliquer un petit peu ce qui se passe entre le cheval et l'humain. La plupart du temps, on nous apprend, certainement moi, quand j'étais jeune cavalière, on m'a appris que c'était moi qui pilotais le cheval, c'était moi qui conduisais le cheval, que moi, j'étais responsable de chaque mouvement. D'ailleurs, on me disait, you have to ride every step. Ça veut dire, tu dois monter chaque pas. C'est pas monter, mais c'est contrôler chaque pas du cheval, que le cheval n'avait aucune autonomie, que c'était à moi de, avec mes mains, mes jambes, le poids de mon corps, mon bassin, mon assiette, etc. C'était à moi de guider, diriger cet énorme animal sous moi. Moi, j'ai trouvé ça très, très difficile, étant donné que je ne suis pas la plus grande personne du monde et je montais des chevaux qui étaient assez grands, assez forts. Et bien sûr, étant jeune cavalière, on me mettait toujours sur les jeunes chevaux qui étaient un peu foufous. Donc, moi, ce n'était pas vraiment une idée que j'avais en tête, même en tant que jeune cavalière. Alors, c'est pour ça que vraiment, je me suis menée à développer quelque chose de complètement différent. Alors, le cavalier est le pilote principal. Ça veut dire que quand on a un pilote-copilote dans l'avion, il y en a un qui est senior et un junior. Mais les deux vont s'entraider pour piloter l'avion. Il pilote son propre corps et apprend au cheval à piloter le sien dans le cadre des règles de l'équitation. Donc nous, alors le cavalier, le pilote principal, comme le pilote senior, va euh, instruire le copilote dans l'avion et les deux vont devoir s'occuper de eux-mêmes. Ils doivent savoir diriger leur propre corps pour pouvoir diriger l'avion.
Ici, on change les choses un petit peu quand même, parce que le cheval doit aussi comprendre comment. Alors, pour moi, la responsabilité du cavalier, c'est d'apprendre au cheval comment être en contrôle de son propre corps, que c'est lui qui le pilote et que le copilote, donc l'humain qui est monté sur son dos, lui demande de faire certaines choses que le cheval a appris à faire. Donc, on lui a appris à faire les choses dont on veut, mais que c'est lui qui contrôle son corps tout seul. Quand moi, j'ai commencé à faire ce genre de travail avec les chevaux, donc moi, j'étais une cavalière de concours complet, ça a changé ma vie parce que tout d'un coup, quand j'étais surtout en cross, avec des obstacles qui étaient quand même assez imposants, je faisais confiance à mon cheval parce que je savais qu'il comprenait et était indépendant de moi. Moi, j'étais là pour lui le mettre sur la ligne que je voulais, sur l'obstacle qu'on allait sauter, mais c'était à lui vraiment de comprendre comment gérer son corps, que ce soit en descente, en montée, dans de l'eau, par-dessus quelque chose qui était large et long ou haut, etc. C'était à lui de vraiment comprendre comment gérer son corps. Alors, le cavalier n'est pas le pilote du corps du cheval. Il ne doit pas forcer le cheval à performer, il doit seulement lui apprendre à utiliser son corps pour performer. Ça, c'est vraiment, vraiment une des bases de l'alignement, de Alignment Horse, parce que c'est vraiment le cœur des choses qui nous différencie de ce qui se passe dans le monde plus traditionnel, où, où Ça on... va chercher un doudou? Pardon? Ah, est-ce qu'il y avait une question ou c'était juste quelqu'un? Non, ok. Ok. Alors là, on est vraiment, comme je disais, sur quelque chose qui est qui vraiment est de base pour moi dans le travail que je fais, le travail d'alignement, c'est que on doit vraiment apprendre au cheval à utiliser son corps et ne pas le forcer à faire des choses qu'il ne comprend pas comment faire. C'est nocif pour nous, c'est nocif pour lui, mais c'est vraiment une chose qui nous différencie, comme je disais, de la façon traditionnelle de monter à cheval. Mais très important pour pouvoir développer plus loin dans le travail d'alignement. OK, alors maintenant, on va regarder les conversations d'un petit peu plus près. Donc, il y a trois premières conversations dans lesquelles on s'engage avec le cheval. La première conversation, elle se passe, déjà, on va regarder le fait qu'il y a trois points d'alignement. On s'appelle alignment horse parce que quand même, il y a de l'alignement physique, tout autant que psychique et intellectuel. Et les trois points d'alignement, on les a vus dans les autres enregistrements, mais là, on le voit sur un cheval qui est, de, euh, qui est debout et de côté et pas par-dessus. Alors là, c'est le occipital joint, the Atlanta occipital joint qui est juste là. Ça, c'est entre le crâne et la première cervicale qui s'appelle Atlas. C'est une articulation très importante et qui prend beaucoup de poids parce que la tête du cheval est quand même assez lourde, mais qui nous permet de vraiment, c'est très facile à voir parce que c'est juste où il y a l'aile de l'atlas et les oreilles. Donc, on voit très bien où c'est et c'est très facile à repérer. Le deuxième point d'alignement, c'est le garrot, donc le point le plus haut. Et là, on voit vraiment que les épines dorsales ici sont hyper longues, très, très longues. Donc, c'est les plus longues dans tout le dos du cheval. Et après, on continue jusqu'à la fin. Et ici, on est par-dessus le sacrum avec l'aile de ilium. Et cette petite pointe-là, ça s'appelle les tubaires sacrales. Et on les ressent hein, quand on met notre main sur le point le plus haut de la croupe du cheval. On sent qu'il y a deux os, il y en a un de chaque côté. Donc celui-là, on voit celui qui est à gauche. Celui à droite, on ne le voit pas. Mais on les ressent. Alors, traditionnellement, ce qu'on nous apprend, c'est d'être en rectitude. Et cette rectitude, c'est aussi la même chose, si vous voulez. Le cavalier veut que le cheval soit droit. Sauf qu'il n'y a rien de droit. Là, je regarde cet animal ici, je regarde son squelette, il n'y a pas une ligne droite dans le cheval. Par contre, il y a plusieurs objets
qui sont ces os et les os qui font partie du squelette axial, donc du squelette du haut. Et on voit que tous ces os, ils sont d'une forme complètement différente, mais on peut les mettre les uns derrière les autres et avoir ce qu'on appelle une ligne droite ou l'alignement. L'autre chose qui est différente dans le monde de l'alignement, c'est qu'on ne va pas demander au cavalier d'essayer de positionner la tête du cheval. On ne va pas demander au cavalier d'utiliser ses jambes pour essayer aussi de positionner l'arrière-main du cheval. On va simplement demander au cavalier d'apprendre au cheval comment lui, il va positionner ses pieds. Donc, sur la longe, la première chose qu'on va lui apprendre à faire, c'est là, le cheval est à gauche, donc il irait à gauche sur sa longe. Avec ce pas en avant vers lui, comme je vous expliquais, où on perturbe un peu son confort parce qu'on fait un pas vers lui qui raccourcit la distance entre nous et le cheval. Lui, il va vouloir rétablir son confort spatial. Donc, on espère, ça ne se passe pas toujours dès le départ parce que des fois, il tourne son nez vers l'extérieur et laisse son corps suivre. Mais éventuellement, cette jambe-ci, celle qui est à l'extérieur, donc dans ce cas-là, la jambe droite antérieure, elle va aller en abduction. Elle va s'éloigner du corps. Et quand elle fait ça, elle prend, bien sûr, tout le cheval avec. Et si il était en triangle, donc avec la tête vers l'extérieur, les épaules vers l'intérieur et le bassin vers l'extérieur, une fois qu'il se déplace sur cette jambe, la pose de l'autre côté, remet son poids par-dessus et ramène cette jambe-là pour se relier à celle-ci. La cage thoracique, donc cette partie ici, dont le haut, c'est le garrot et le bas, c'est le sternum, va de nouveau retrouver sa verticalité. Donc, au lieu d'avoir une cage thoracique qui penche, le cheval la remet là. Et l'instant que la cage thoracique est verticale, eh bien, le squelette axial, donc le squelette du haut du cheval, ce qui est le crâne, toutes les cervicales de l'encolure, plus tous les os dans le dos, s'alignent les uns derrière les autres. Mais au lieu d'essayer de le faire en essayant de manipuler la tête et en même temps manipuler l'arrière-main, simplement, on apprend au cheval à déplacer cette jambe et il le fait très facilement. Et l'instant qu'il le fait, comme je vous disais avant, les jambes ne sont pas penchées sous lui, mais maintenant droites. Et les muscles dans le dos du cheval peuvent se relâcher au lieu de toujours être en contraction et d'essayer de tenir le cheval en stabilité. Ok, alors ça, c'est la première conversation. C'est vraiment juste, au lieu que le cavalier doit faire 36 000 choses avec ses mains, ses pieds, etc., on va juste communiquer avec le pied extérieur antérieur. Et une fois que ça c'est fait, quand ça se déplace, eh ben, tout l'avant-main se déplace et tout se met en alignement et réglé. Je sais que ça semble facile et ça l'est facile, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à faire. Ok, alors là, on voit, ben justement, on revoit Étoile. Étoile, c'est une petite jument qu'on a suivie dans les 3 webinaires. Et là, on voit sa cavalière, qui est Amélia, qui est la propriétaire de Carblanquette. Et Amélia, dans cette photo, elle était enceinte. Donc, j'aurais voulu que sa jambe soit un tout petit peu plus en arrière, mais parce qu'on ne le voit pas, mais là, il y a un bébé qui maintenant est né. Il s'appelle Erwan, il est adorable d'ailleurs. Donc, je n'ai pas insisté parce que c'était beaucoup trop de pression sur ses hanches. Mais normalement, quand elle monte maintenant qu'elle n'est plus enceinte, la jambe vient un peu plus en arrière. Donc, on voit que, par contre, sa tête est par-dessus ses épaules par-dessus sa hanche, et juste, ça tombe juste derrière le talon. J'aurais voulu juste que le genou soit juste un petit peu plus bas et un petit peu plus en arrière. Mais c'est pas grave. On ne recherche pas la perfection, comme je le dis en bas ici, seulement l'amélioration progressive qui mène à la perfection. Étoile, c'est une jument qui avait été une jument d'école des propriétaires de Carblanquette qui était avant Amélia.
et qui était devenue dangereuse. Elle n'était pas du tout confortable dans son corps, dans sa tête. Même d'aller dans son écurie, c'était dangereux parce qu'elle n'aimait plus les humains du tout. Là, on a travaillé avec elle et là, ça vous montre juste cette ligne d'alignement. Donc, on repart sur l'idée qu'il y a les tubères sacrales qui sont juste là, le garrot qui est là et l'encolure qui est là. Mais il y a certains marqueurs de cet alignement, de cette idée que le cheval a mis tous ses os les uns derrière les autres en remplaçant la partie du milieu. Ça, c'est aussi très important de s'en rappeler parce que c'est beaucoup plus facile de parler à une partie du corps du cheval que le cheval sait comment se déplacer que d'essayer de gérer tout le corps du cheval. Alors, les marqueurs principaux, il y en a beaucoup, mais je vais commencer avec trois parce que sinon, c'est trop d'informations. On veut, quand on voit le cheval se déplacer, que ce soit sur une ligne droite ou sur une ligne courbe, que son pied droit reste à droite et que son pied gauche reste à gauche. Ça, c'est le début de la stabilité. Donc, on a parlé un petit peu de stabilité la dernière fois et la différence entre stabilité et équilibre. Donc, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez aller regarder le deuxième webinaire où on explique un peu la différence entre les deux. L'autre chose qu'on cherche, c'est que le cheval a la tête droite devant elle, devant lui, dépendant de si c'est mâle ou femelle. Euh, mais pas parce que le cavalier tient sa tête devant eux, mais que c'est le cheval qui le fait parce qu'ils sont en alignement. Donc, l'encolure, la tête et l'encolure du cheval, et c'est très important que ça soit libre, parce que ça, cette partie du cheval nous donne énormément d'informations. Donc, quand on met des enraînements, quand on attache le cheval, quand on fait quand on les longe avec les élastiques de côté, tout ça, ça empêche le cheval d'utiliser cette partie de son corps pour justement régulariser ce qui se passe dans cette partie de son corps. Donc nous, on monte nos chevaux toujours en mort simple. Et la communication se fait bien sûr à travers la main du cavalier vers la bouche, mais on voit que c'est très relax. Il n'y a rien qui tire, il y a pas de, on ne force pas. Ça ne veut pas dire que si tout d'un coup le cheval a peur et part au grand galop, on n'a pas le droit de juste faire un petit wow wow. Mais c'est pas comme ça qu'on communique avec eux dans un moment de calme. Une fois qu'on voit que que le cheval tient sa tête droite devant lui, on peut être rassuré ou assuré que la cage thoracique est maintenant repartie en verticalité. Donc ça veut dire que quand on regarde le garrot, donc les dorsal spinal processes, les processus dorsales, quand on les regarde vers le haut, ils sont absolument par-dessus le sternum. L'instant que ça départ du sternum, qu'il y a un déclenchement entre les deux, le cheval n'est plus en alignement. Alors, une des choses qu'on apprend au cavalier à apprendre au cheval, c'est que si le cavalier utilise la main pour communiquer, le cheval est absolument assuré que c'est au pied de devant que le cavalier parle. Les jambes du cavalier vont parler à l'arrière-main et le dos du cavalier parle au dos du cheval. Mais on ne va pas utiliser nos mains pour essayer de rectifier un problème d'arrière-main et vice-versa. On ne va pas utiliser nos jambes pour essayer de rectifier un problème d'avant-main. Et les problèmes viennent simplement si l'information qu'on essaye de communiquer au cheval n'a pas fait son chemin et ça peut vite nous ramener au point de départ parce qu'on a des exercices qu'on utilise pour faire justement un petit test pour voir si le cheval a vraiment absorbé l'information et peut l'utiliser pour se déplacer dans la locomotion demandée par l'équitation. Et le troisième marqueur, c'est une ligne dorsale non visible. Alors là, c'est absolument clair que quand on regarde cette jument de côté, on ne peut pas voir le haut de son dos. Chaque cheval a une ligne sur son dos qui est un trait qui va tout le long.
un peu comme si le cheval a été fermé avec un zip. Ça, on ne veut pas le voir. Si on le voit, c'est parce qu'il y a une rotation transversale qui commence à se faire. La rotation peut se faire ici. Ça, c'est un des seuls points dans le dos du cheval où une rotation transversale peut vraiment se faire. Et aussi ici, quand la cage thoracique commence à pencher d'un côté ou de l'autre. Et des fois, ça peut aller d'un sens et ça peut aller dans l'autre. Ça devient très difficile pour le cavalier à monter, surtout quand ça se passe par-dessus un obstacle. J'espère que vous n'avez jamais fait cette expérience, mais si vous l'avez faite, c'est très perturbant et ça peut nous mener à tomber, le cheval tout autant que le cavalier. OK. OK, alors la deuxième conversation, maintenant, ça va se passer avec l'arrière-main du cheval. Alors, l'arrière-main du cheval, c'est pas quelque chose sur lequel il concentre énormément. Il le prend en compte quand il dort, parce qu'il va il va utiliser sa rotule pour fixer sa jambe pour qu'il puisse dormir. Il va l'utiliser comme arme s'il a besoin de se défendre, donc il peut lancer des coups de pied, et il va l'utiliser quand il a besoin de partir au grand galop parce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur. À part ça, le cheval, franchement, il pense plutôt à ce qui se passe ici. D'après les recherches sur le cerveau du cheval, quand ils font des tests où ils regardent où le cerveau s'allume, ça s'allume beaucoup plus en pensant ici qu'en pensant ici. Donc, une des choses qu'on fait avec cette deuxième conversation, c'est d'allumer la conscience du cheval pour qu'il puisse vraiment prendre conscience du fait qu'il a cette jambe postérieure. Cette jambe, c'est la celle avec, oh mon Dieu, c'est celle avec qui on veut parler parce qu'elle va éventuellement avoir du travail à faire avec la jambe opposée sur la diagonale. Donc, ces deux jambes sont très importantes qu'on puisse allumer dans la tête du cheval la cognitivité, le fait qu'ils doivent prendre conscience et le contrôle de ces deux jambes pour pouvoir répondre à nos questions. Alors, cette prise de conscience est essentielle au développement de la capacité du cheval à contrôler son corps et son esprit lorsqu'il travaille avec l'humain. La conversation, par contre, se fait très doucement. Un cheval qui est vraiment sensible, rien que de regarder la jambe postérieure, va demander au cheval de juste déplacer cette jambe vers le milieu du trajectoire. Donc, la jambe, normalement, elle va se lever du sol, elle va avoir un trajectoire et elle va atterrir dans l'axe du mouvement. Nous, ce qu'on lui demande de faire, c'est elle va quitter le sol, commencer son trajectoire, mais elle va le finir un peu plus près de la ligne médiale du mouvement. Donc, si vous imaginez une ligne entre les deux jambes de devant jusqu'aux deux jambes de derrière, elle va se poser un peu plus près de cette ligne. Euh, et ça, c'est la seule chose qu'on demande, c'est vraiment que le cheval prenne conscience et que le cavalier aussi ait conscience du fait que cette jambe a une importance cruciale dans la locomotion du cheval et aussi de pouvoir répondre aux questions de l'équitation. OK. Alors maintenant, la troisième conversation, on a allumé dans la tête du cheval l'idée qu'on aimerait qu'il déplace la jambe antérieure-extérieure. Maintenant, on a aussi allumé dans sa tête l'idée qu'on aimerait qu'il déplace la jambe postérieure-intérieure vers l'extérieur. Les deux vont se déplacer. Alors, celle-ci en abduction, donc vers l'extérieur du corps, et celle-ci en adduction, donc sous le corps, en se rapprochant du corps du cheval. Donc, il y a une jambe qui va par là et l'autre qui va par là. En faisant cette coordination, on commence à créer ou la ligne droite ou le cercle. Les diagonaux sont vraiment des choses qui sont extrêmement importantes à comprendre parce que ce n'est pas le cheval, c'est pas le haut du cheval qui fait une ligne droite, c'est pas le haut du cheval qui fait un cercle, c'est ses pieds. Ses pieds font les lignes droites et les cercles. Donc, ce n'est pas une question d'essayer de plier ou d'influencer
cette partie du cheval-là. Ça, c'est la partie du corps qui est portée par celle-ci. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le système axial, le squelette axial. Et le système qui porte ce système-là, c'est le système appendiculaire. Donc, c'est les jambes du cheval. Même chose pour nous. Sauf que nous, on est dans un axe. Le cheval, il est sur deux axes, axe vertical et horizontal. Donc, on apprend au cavalier à apprendre au cheval comment non seulement porter le axial avec le appendiculaire, mais comment faire des cercles et des lignes droites avec la connexion ou la coordination de ces diagonales. Alors, si le cheval va tourner à droite, par exemple, ou non, on va aller à gauche parce que là, il est à gauche, ce cheval, on va lui demander de prendre cette jambe vers l'extérieur. Ça, c'était la première conversation. Deuxième conversation, c'est ce pied-là qui va se mener sous le cheval un peu plus. Et en faisant cette coordination de la diagonale, il va, euh, il se positionne d'une manière où il va pouvoir tourner le haut de son corps, donc le système axial, sur un cercle. Mais ça ne vient pas d'ici, ça vient juste de là. Alors, si vous pouvez imaginer quelqu'un qui se fait porter, là, c'est aussi une des choses qu'on a vues dans les autres webinaires. Euh, Si on a un roi, par exemple, qui se fait porter par quatre messieurs qui le portent partout, on sait très bien que ça ne peut pas se plier. Le palanquin sur lequel il se trouve ne peut pas être plié, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire de cercle ou de ligne droite. Même chose avec une voiture. Une voiture ne se plie pas quand elle est dans un rond-point, mais elle peut quand même faire le rond-point. Donc, c'est vraiment d'arrêter de demander au cheval de plier son corps. Donc, cette idée d'incurvation qui nous mène souvent à de gros problèmes. Je connais beaucoup de cavaliers qui ont des chevaux qui se plient à gauche, mais qui n'arrivent pas à se plier à droite. Donc, ils ont un bon côté et un mauvais côté, d'après leur cavalier. Moi, malheureusement, je leur dis toujours non, vous avez un cheval qui a deux mauvais côtés, un qui est en triangle et un qui se défend parce que vous êtes en train d'essayer de le prendre hors de sa capacité de s'équilibrer qu'il a pu développer à gauche, mais ne sait pas comment faire à droite. Donc, il y a ou un cheval qui a deux bons côtés ou un cheval qui en a deux mauvais. Mais on ne peut pas avoir un cheval qui a un bon et un mauvais. Anatomiquement, c'est pas possible. C'est possible parce que on nous apprend ces choses, mais dans l'anatomie du cheval, c'est pas une possibilité. Alors, pour aussi pouvoir faire une ligne droite, ce que le cheval doit pouvoir faire, c'est aussi coordonner ses diagonales, simplement qu'il va utiliser cette diagonale-ci, donc la diagonale droite, exactement de la même façon qu'il va utiliser la diagonale gauche. Donc, quand il fait une diagonale à droite et une diagonale à gauche, quand il se déplace d'une à l'autre, s'il les utilise exactement de la même manière, ce qui reste, c'est une ligne droite. Alors, je vais vous demander d'imaginer quelqu'un qui fait du patin à glace. Donc, une dame ou un monsieur, on va dire un monsieur qui a des patins. Si lui va faire une ligne droite, il doit pousser avec le pied droit, se recevoir sur le pied gauche, arrêter l'élan qu'il a produit avec la jambe droite sur le pied gauche et après se repousser avec le pied gauche de la même manière pour se recevoir sur le pied droit. S'il le fait exactement de la même chose des deux côtés, il crée une ligne droite. S'il pousse plus d'un côté, là, il va commencer à tourner. Donc, c'est cette idée en tête, surtout pour la ligne droite, c'est un peu différent pour le cercle, pour le cheval, mais en tout cas, pour la ligne droite, c'est vraiment cette idée que les deux diagonales, en faisant leur coordination, nous donnent une ligne droite et le cheval, si on lui apprend à le faire, au lieu d'avoir le cœur qui bat fort dans vos reprises de dressage, parce que votre cheval, normalement, il fait ça et vous perdez vos points, vous avez un cheval qui peut maintenir sa ligne. Aussi, très important pour le cavalier de CSO ou de concours complet qui va sauter. C'est beaucoup plus facile pour le cavalier si le cheval comprend comment tenir une ligne. Donc, notre travail, c'est de lui montrer la ligne sur laquelle on veut qu'il se met, mais c'est lui qui la garde, c'est lui qui la maintient jusqu'à ce qu'il saute l'obstacle. Ça, c'est pour moi crucial. Ça arrête beaucoup de problèmes.
Et certainement, pour moi, en tout cas, en tant que cavalière, c'était énormément plus sécurisant d'avoir un cheval qui sait tenir sa ligne au lieu d'un cheval qui zigzague en arrivant sur l'obstacle. OK. Alors là, on va regarder ça. Ce cheval que vous voyez au milieu, c'est un peu comme le cheval que vous avez vu que Amélie a monté. Ça s'appelle une position neutre. Le cheval, alors là, ce que j'ai mis en rouge, c'est le système de ligaments. Donc ça, c'est le ligament nucal avec la partie qui est comme une corde et puis après les petites lamelles qui descendent et le supraépineux qui va tout le long jusqu'au sacrum. Donc, ce système ligamenteux, c'est celui que le cheval utilise pour se reposer. Quand vous voyez un cheval qui est endormi debout, il n'est pas vraiment endormi, mais il peut se reposer debout, il va se poser sur ce système de ligaments. Une fois qu'il est en mouvement, il peut aussi utiliser ce système de ligaments, mais pas s'il est hors d'alignement. Il doit absolument être aligné. S'il est hors d'alignement, il va faire une contraction musculaire du dos et la tête va se lever. Alors, si vous voulez l'essayer maintenant, je crois qu'on l'a fait la dernière fois aussi. Si vous arrondissez votre dos comme un chat, vous le faites rond comme ça, en arrondissant, vous allez sentir que votre tête, qui est attachée à votre colonne vertébrale, va vouloir aller en avant. Après, si vous vous relevez neutre, vous allez voir que votre tête reste par-dessus vos épaules, que c'est confortable, il n'y a pas de contraction musculaire dans le cou, c'est juste la tête attirée vers le sol par la gravité qui reste par-dessus vos épaules. Et si vous allez après creuser votre dos, vous allez voir que votre tête, elle veut aller en arrière. De nouveau, elle est attachée à votre colonne vertébrale, elle n'y peut rien. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas pencher votre tête en avant, mais malheureusement, ça va vous faire mal derrière le cou et dans le dos. Donc moi, je vois beaucoup de chevaux parce qu'on nous apprend qu'il faut baisser la tête du cheval pour monter le dos du cheval. Et bien, je suis là pour vous dire ce soir que non, ça c'est pas correct. Euh, le cheval peut descendre sa tête sans jamais monter son dos. Et d'ailleurs, c'est jamais le dos ne monte pas, il change la colonne vertébrale, juste change de placement à l'intérieur. C'est pas un truc musculaire, ça n'a rien à voir avec monter ou descendre. Ça a à voir avec simplement Lise, un je te coupe une petite seconde parce il y a Alex qui a son micro allumé. J'ai envoyé un message, il faudrait les éteindre. Tous ceux qui ont les micros allumés, merci de les éteindre parce que ça fait du bruit. Voilà. Et moi, je n'ai pas la commande. Je ne sais pas pourquoi. La dernière fois, je pouvais les éteindre, mais là, je ne peux pas y toucher. Ah, Voilà. Donc, ok. c'est gentil. Regardez si votre micro n'est pas allumé. Comme ça, ça ne fait pas de parasite sur l'enregistrement. Je te rends la parole. Ok. Ok. Alors, le cheval peut profiter de son système ligamentaire nucal et supraépineux que s'il est aligné. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et ça veut dire aussi quand il fait des cercles. Bien sûr, là, on le voit en ligne droite. Un cheval parfaitement aligné, on voit très bien qu'il a le occiput ici qui est tout à fait aligné avec le garrot qui est tout à fait aligné avec les tubercles sacrales. Et on voit une liberté de mouvement ici, où le cheval peut vraiment librement bouger. L'instant que cette partie de son corps vient vers l'intérieur, alors que le garrot penche un tout petit peu, même 1 centimètre vers l'intérieur ou l'extérieur, donc qui met le cheval plutôt en triangle et hors d'alignement, ou qu'il fait la même chose avec le bassin, qu'il va faire un mouvement vers l'intérieur ou l'extérieur, le système ligamentaire ne peut plus être utilisé. Donc, qu'est-ce qu'il doit utiliser? Les muscles de son dos. Beaucoup de problèmes de dos se développent. Et moi, j'ai travaillé 7 ans dans un grand hôpital équin, euh, où on voyait énormément de problèmes de dos, mais pas parce que la selle n'allait pas et pas parce que le cheval ne savait pas monter son dos, etc. C'était simplement
que le cheval était hors d'alignement, donc il ne pouvait pas utiliser les ligaments, pouvait que utiliser les muscles et les muscles se fatiguent. Et une fois que le muscle est fatigué, ben, ça retombe sur le fascia et après ça retombe plus loin sur les os du cheval. Donc ça, c'est là que tout d'un coup, on a les perroquets, je crois que ça s'appelle en français, ou kissing spine, on dit en anglais. Ou le kissing, c'est les épines dorsales qui s'embrassent, voilà, qui viennent un peu trop près. Aussi, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que l'abaissement de l'encolure ne soulève pas le dos. Le relâchement du dos, par contre, abaisse l'encolure. Alors, une fois que le cheval est vraiment en alignement et sait se tenir en alignement, il peut relâcher les muscles de son dos. Une fois qu'il peut relâcher les muscles de son dos, qu'il transfère tout ça sur le système ligamentaire, là, il peut utiliser les muscles de son dos pour déplacer ses jambes. Aussi, l'autre chose qu'il peut faire, c'est la rétroversion du bassin. Alors là, c'est où on commence à voir un changement dans le dos même. Le dos est divisé en deux. Cette partie-là, elle est raccrochée aux pieds et jambes arrière et le bassin. Et cette partie d'ici devant est raccrochée à tout ce qui se passe avec la jambe de devant. Alors là, vous voyez, il y a des traits qui sont gris, tous ces traits qui sont gris ici, tout là. Ça, c'est un muscle qui s'appelle le serratus ventralis, le grand dentelé. Et on voit, c'est comme une grande dentelle qui a un muscle énorme. Et ce muscle-là, avec les pectoraux du cheval, sont la ceinture thoracique. Cette ceinture thoracique, si le cheval fait une contraction de ses muscles, soulève la cage thoracique. Donc, cette partie-là est soulevée. C'est ce qu'on apprend au cheval à faire pour aller sauter, par exemple. Dans le travail d'alignement, on ne met jamais un cheval à un obstacle sans lui avoir vraiment appris à sauter. Et on ne leur apprend pas à sauter en juste mettant des obstacles devant eux dans un couloir et espérer qu'ils vont arriver à sauter. On découpe le mouvement en plusieurs morceaux et le cheval apprend à utiliser cette partie de son corps et après cette partie de son corps et après à les relier à travers les diagonales pour faire le décollage, bascule et réception du saut d'obstacle. Cette partie ici, alors une fois que le cheval est en alignement, il ne peut pas faire la rétroversion du bassin. Donc cette partie-là qui est attachée, ce grand muscle-là, c'est le rectus abdominis, c'est le grand droit de l'abdomen qui est attaché du sternum jusqu'au pubis, qui est juste là. Quand ça fait une contraction, ça abaisse cette partie-là et ça amène cette partie en avant. Ce qui veut dire que là, maintenant, euh, le coxo-fémoral est un peu plus en avant, qui permet cette jambe de venir un peu plus en avant. Et ça, quand le cheval fait la rétroversion du bassin, ça, vous allez sentir une montée dans le dos. Mais pas parce que c'est musculaire, c'est tout à fait relié juste au fait. Oui, il y a des muscles qui bougent les os, mais c'est les os qui changent de position. Donc, quand vous êtes à cheval et votre cheval va aux toilettes, vous allez vous sentir monter. Ben, ça, c'est parce qu'il fait une rétroversion du bassin, justement pour pouvoir euh, faire ce dont il a besoin de faire. Mais ça n'a rien à voir avec les muscles du dos, etc. Vous n'allez jamais voir un cheval qui veut somnoler au soleil hors d'alignement. Ils ne peuvent pas, comme je vous dis, utiliser ce système s'ils ne sont pas en alignement. Vous allez aussi rarement avoir un cheval qui monte en montée sans se mettre en alignement. Il faut vraiment qu'il y ait une pathologie grande pour que le cheval de lui-même ne se met pas en alignement quand il monte une pente. Parce qu'il doit utiliser la force des jambes postérieures, donc il doit faire la rétroversion du bassin. Il ne peut pas la faire tant qu'il n'est pas en alignement. Et d'ailleurs, l'humain ne peut pas le faire non plus. Donc, de nouveau, si vous êtes assis ou même debout,
Si vous êtes assis, vous pouvez bouger votre bassin en avant et en arrière, faire un petit rétroversion, antéversion de votre bassin. Mais l'instant que vous bougez vos épaules de côté, vous essayez de le faire, ben, vous pouvez plus. Hein, c'est la même chose pour le cheval. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un cheval à qui on force d'avoir une encolure plus basse, mais le dos n'a pas été, quoi, le cheval n'est pas en alignement, donc le dos n'est pas relâché, il n'est pas en alignement, il ne peut pas aussi faire cette rétroversion du bassin. Donc, on a maintenant une énorme force qui se met dans le bas du dos du cheval. Et c'est là où on voit des traits de stress et une partie qui bombe ici et juste là. Alors, si parmi entre vous, il y a des ostéopathes, vous voyez ça assez souvent. Et c'est aussi ça dans l'avant-main, c'est si le cheval ne peut pas utiliser ce système ici, donc du grand dentelé et des pectoraux, eh bien, il va lâcher sa cage thoracique. Et là, on voit un gros creux qui se développe juste à l'arrière du garrot. Ça, c'est pas parce que la selle ne va pas, des fois oui, mais c'est plutôt parce que toute cette cage thoracique est tombée à travers les épaules. Ok, alors la position de l'encolure du cheval n'est pas l'objectif, c'est notre meilleur indicateur du fonctionnement du reste du corps. Donc vraiment, si on empêche le cheval à utiliser ces systèmes, on est en train de détruire sa locomotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir des résultats, hein. Il y a des chevaux qui sont montés avec des rênes très courtes, avec le dos qui se baisse, etc., mais qui sont en train de gagner aux Jeux Olympiques, etc. Donc, par contre, c'est des chevaux qui ne finissent pas leur vie très vieux, ou leur vieillesse n'est pas très confortable parce qu'ils sont bourrés d'arthrose et ils se sont battus toute leur vie avec leur cavalier en essayant de leur dire non, je suis pas confortable, je suis pas confortable, je suis pas confortable. Mais nous, on est tellement conditionnés à faire des choses d'une certaine manière qu'on a de la peine à lâcher nos habitudes. Et c'est vrai que c'est très difficile de lâcher une habitude. Donc moi, j'en veux pas aux cavaliers. Ils font ce qu'on leur apprend de faire. Et c'est seulement ceux qui sont ouverts à cette possibilité qu'il y a autre chose que d'avoir des difficultés avec son cheval qui viennent et qui se mettent à vraiment regarder d'autres options. Ok, alors là, Diva, vous l'avez vu. Si vous avez vu tous les webinaires, vous l'avez déjà vu. Euh, je l'utilise parce que rarement est-ce que je me souviens de prendre des photos de avant et après. Mais aussi, elle indique beaucoup de choses différentes. Donc ça, c'est des cas d'études. J'en ai trois à vous présenter ce soir. Donc Diva, dans cette photo, elle avait 6 ans. Elle était en compétition dans cet état-là, euh, pas avec beaucoup de résultats. Et elle était devenue dangereuse parce qu'elle les bras si courts, elle avait aussi un axe du pâturon cassé. Son encolure s'était rétrécie parce que le cavalier qui la montait utilisait une main très forte, pas de reine allemande ou quoi que ce soit, mais il aimait bien monter ses chevaux très très courts. Et elle n'avait pas de développement de l'arrière-main du tout. Aussi, c'est une jument qui est construite en descendant. Si on regarde la partie du haut, du garrot jusqu'au bassin, la ligne ici, elle est plus ou moins bien établie. Donc, si la plupart du temps, on nous apprend à regarder cette ligne et on va se dire, ah ouais, longitudinalement, ce cheval-là est assez en équilibre. Mais cette ligne ici nous permet de voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Ça veut dire que le bassin est beaucoup plus haut que le sternum, mais beaucoup plus haut. Ce qui veut dire que cette jument est toujours sur son avant-main. Et la seule manière d'apprendre à un cheval comme ça à ne pas être sur son avant-main tout le temps, qui perturbait cette jument parce qu'elle est bras si courts, elle ne pouvait pas verrouiller ses genoux, et en plus, on lui avait pris son encolure, euh, elle, euh, elle ne pouvait plus répondre aux questions du cavalier et d'ailleurs, elle essayait de sauter les obstacles comme un mouton.
Alors, elle arrivait sur l'obstacle, quatre pattes en l'air pour passer d'un côté à l'autre. Donc, on me l'a confiée. Elle était devenue dangereuse, hein. C'était une jument qui avait vraiment perdu sa patience avec les humains. Son propriétaire me l'a confiée. Et ça, c'est la même jument un an plus tard, où vous voyez, on a rallongé l'encolure, on a remonté le pâturon. On voit aussi que ça, c'est très bas ici. Là, ça a été remonté. Elle a des abdos, elle a un dos bien fort et elle a un derrière qui est puissant, qui peut faire le travail. Et même que je peux pas changer ce qui se passe à l'intérieur, mais le fait qu'on a vraiment développé la musculature des épaules et de l'avant-bras, elle était moins brassicot, donc elle avait plus de confiance en elle pour pouvoir aller sauter. Euh, mais ces changements euh, sont remarquables, mais c'est pas les seuls changements. Les autres changements, je ne peux pas vous les montrer parce que ça, c'est le ressenti. De se mettre à cheval sur une jument comme ça, qui sait faire un cercle, qui sait faire une ligne droite, qui sait sauter tout aussi bien à gauche qu'à droite, qui peut le faire au pas, au trot, au galop. Elle pouvait sauter 140 centimètres du standstill, donc on arrivait sur l'obstacle, elle s'arrêtait et elle pouvait sauter très facilement sans élan parce qu'elle avait la puissance là dans sa tête et aussi là dans ses fesses et aussi ici parce qu'elle avait vraiment soulevé sa cage thoracique et elle comprenait comment utiliser toutes ces structures. Mais ça, je ne peux pas vous le montrer parce que ça, c'est juste quelque chose qu'il faut ressentir sur un cheval qui a été développé en alignement. OK, alors ça, c'est 50. C'est un cheval d'école, un ancien un récupéré des courses de trotteurs. La première fois que je l'ai rencontré, c'était cette image ici. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, pauvre bonhomme, il doit avoir au moins 20 ans. Il fait pas, quoi, il se sent pas bien. Il boitait. Cette jambe-là n'était pas fonctionnelle du tout. Euh, il n'avait pas de force dedans. Elle s'écroulait plus ou moins tous les 4 5 pas. Il était vraiment dans un... Et puis franchement, il se laissait mourir. Il était vraiment pas heureux. Et moi, je croyais qu'il avait une vingtaine d'années. J'apprends plus tard qu'il avait 7 ans. Donc, il avait fait les courses. Ça n'avait pas marché pour lui. Il est arrivé dans cette école à Kerblanquette avec les propriétaires avant Amélia. Et ça, c'est la première fois que je l'ai vu. Et ça aussi, ça c'était l'état de son dos. On voit que franchement, il n'y avait plus grand-chose qui restait de lui. Et il était juste un cheval très malheureux. Ça, alors, on a confié le cheval à une cavalière qui monte avec Amélia comme cas d'étude. Elle voulait étudier l'alignement. Et ça, c'est 6 mois plus tard. Donc, après 6 mois, avec une cavalière qui aussi apprenait l'alignement, donc qui ne savait rien avant de commencer avec ce cheval-là, on voit qu'il a beaucoup changé. Maintenant, ça fait 3 ans. J'ai pas de photo parce que j'ai oublié d'en prendre la dernière fois que j'étais là. Mais il a encore changé. Mais là, on voit déjà que son encolure s'est bien remplie, son dos s'est renforcé, il commence à développer une arrière-main et cette jambe qui ne fonctionnait pas commençait à fonctionner. Donc, il pouvait même repartir dans les classes d'école avec les jeunes cavaliers. Il ne pouvait pas galoper encore, mais il pouvait au moins faire du pas et du trot. Et il a retrouvé sa personnalité. Des fois, c'est pas nécessairement génial pour nous parce qu'il s'exprime assez fortement maintenant, mais d'une façon joyeuse, qui est pas mal. Mais oui, il a repris la joie de vivre. OK, alors ce cheval-là, c'est le dernier que je vais vous présenter. C'est Gracieux. Alors Gracieux, dans cette photo ici, il avait 5 ans. Euh, pour un cheval de 5 ans, il était très immature. Vous voyez, là, il n'y a pas de développement du tout dans son corps. Et c'était juste au moment où je l'ai connu. Alors, on a commencé à travailler avec lui.
J'ai une chienne qui est en train de boire. J'espère que ça s'entend pas trop. Euh, et j'ai commencé à travailler avec lui et Amélia, qui est sa propriétaire. Donc, c'était son cheval de compétition, un de ses chevaux de compétition. Et on a travaillé avec lui pour 2 ans. Et à bout de 2 ans, Amélia est tombée enceinte et elle me l'a confié pour 1 an pendant qu'elle avait son bébé, etc. Alors ça, c'est le jour où il est arrivé chez moi. Donc, il avait un peu changé, un peu maturé. Il avait 7 ans à ce point-là et il avait commencé à développer un peu l'avant-main, mais il avait fait un déni total de son arrière-main. Donc, il avait une mauvaise expérience de castration et d'essayer de l'encourager à faire une connexion mentale. Ça, on en a aussi discuté pas mal dans une autre présentation. Il refusait de mentalement s'accrocher à son arrière-main. Donc, on avait un sous-développement parce que si on regarde ce cheval et tout ce qu'il y a devant comparé à ce qu'il y a derrière pour le soutenir et le pousser, il n'y a pas grand-chose. Alors, une des choses qu'on a dû faire, c'est qu'on a enlevé ses fers parce que chez moi, en hiver, il y a beaucoup de boue et ça lui arrachait les fers. Et donc là, vous voyez la boue. Et après qu'on lui a enlevé les fers, il a commencé à faire cette connexion avec l'arrière-main. Et ça, c'est un développement qui s'est fait très vite. C'est comme si tout était concentré là-dedans, prêt à sortir. Et là, c'est sorti. Donc, entre ça et ça, il y avait très peu de temps et il a commencé à être beaucoup plus harmonieux. Si vous voyez que cette partie maintenant ressemble plus celle-ci et celle-ci que quand on le regarde ici où c'est minuscule et puis après il y a pas il y a et trop ici et trop ici. Après, on a continué avec lui. Il avait un problème de souffle aussi. Il avait un problème de souffle parce qu'on s'est rendu compte que ses fers ne lui allaient pas du tout, que ses pieds avaient été beaucoup trop petits. Comme vous le savez, l'importance du pied épanoui et s'attache beaucoup au souffle aussi parce que il y a cet effet pompe, c'est pas des pompes, mais il y a cet effet de pompe sanguin dans les pieds quand le cheval marche. Et parce que lui, c'est comme s'il avait des toutes petites chaussures qui permettaient pas à ses pieds de faire leur travail. Il ne pouvait pas respirer comme il fallait non plus. Et c'est un cheval de compétition de concours complet. Donc là, j'avais développé son souffle. Donc là, on était plus ou moins dans un développement physique d'un cheval de complet. Euh, et on voit de nouveau que tout commence à s'harmoniser. Le devant du cheval, le milieu du cheval, l'arrière du cheval commence à avoir vraiment un peu plus d'amplitude, mais plus d'harmonie. Et puis après, dans la dernière phase, avant qu'il rentre, je suis rentrée, moi, avec lui dans la phase de bodybuilding. Le bodybuilding, c'est vraiment la construction musculaire du cheval, où on construit absolument tous les muscles qu'il lui faut pour le boulot qu'il va faire, mais d'une manière, mais c'est pas moi qui ai construit ces muscles, moi, je lui ai appris comment le faire. Donc maintenant, il a un corps, là, à ce point-là, prêt pour aller faire du sport. Alors ça, c'est aussi une chose qui est hyper importante. C'est pas d'utiliser le sport pour développer l'athlétisme du cheval, c'est de développer le cheval pour aller faire des épreuves athlétiques. Alors là, c'est un cheval qui est prêt maintenant à rentrer dans cette phase de développement sportif et athlétique. Donc, c'est où on en est avec lui en ce moment. Et on espère qu'il va avoir une saison de concours complet avec autant de succès que possible. Et voilà, et ben là, c'est domaine de la bonhommerie, c'est chez moi. Donc, vous êtes les bienvenus à tout moment si vous voulez venir travailler avec mes chevaux. Et ça, c'est une de mes petites ponettes Diarda qui, euh, qui adore accueillir tout le monde. Et voilà. Donc, je vais arrêter le partage. OK. Oh, ça fait du bien de pouvoir arrêter d'être la seule qui parle. Alors, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.
ou des commentaires. Virginie, tu n'as pas ton... Il faut que tu mettes ton micro. Voilà. Non, je disais, je te remercie pour ta présentation. Et donc, la présentation étant ben, terminée pour le moment, voilà. Donc, si vous avez des questions, ben, c'est le moment. Donc, Lise est disponible pour vous répondre. Et après, moi, je prendrai la parole pour expliquer, la suite. Personne a de questions? Alors moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a... Ah, Ah, il y a quelqu'un qui Véronique. a la main levée? Oui, merci. Hop là, je ne vois plus. Bon, voilà. En fait, c'est fascinant parce que on a des questions tout le long parce qu'on se demande comment il faut faire. Moi, je me suis posée, je mettais des points d'interrogation au moment où tu nous as parlé de la rectitude, donc à la longe, communiquer avec l'antérieur, extérieur, enfin bon, pour la diagonale, mais c'est sûr que dans la pratique, on n'a pas vu comment tu faisais, mais moi, je me pose la question, comment tu demandes au cheval justement de poser son pied exactement où tu veux le poser. C'est ça, comment tu fais pour lui demander de le poser là où tu veux, puisque tu nous as dit au milieu à peu près de la distance entre l'antérieur et le postérieur. En fait, tu prends son postérieur, oui, par exemple, gauche, tu veux l'amener. Donc, c'est ça, je me posais comment tu fais pour demander au cheval de le poser là où tu veux qu'il le pose. D'accord. Bah écoute, au début, c'est pas vraiment. Alors, et c'est pas une question de faire au cheval, hein. C'est une question de leur apprendre comment faire. Donc, au début, c'est un peu. On ne demande pas de la précision, hein. Comme j'ai dit, c'est toujours. On demande juste qu'il y a une petite amélioration de la compréhension de ce qui se passe. Donc, la première phase, c'est vraiment une phase physique, où c'est ce que j'expliquais avec cette action-réaction. Donc, alors, je vais le faire ici. Donc là, si je me tiens ici, c'est assez confortable pour tout le monde. Vous êtes à des centaines de kilomètres de moi, dans ton cas, encore plus loin, étant au Québec. Mais si je me rapproche, tout d'un coup, c'est moins confortable, hein. C'est like, oh my God, qu'est-ce qu'elle fait là avec sa grosse tête près de moi? Là, quand le cheval est rentré dans mon hémisphère, dans ma dans mon espace personnel, en tombant un peu dans le cercle. Tout le monde qui a longé un cheval a eu ce moment où tout d'un coup le cheval se rapproche de nous. Quand il fait ça, ce que je fais, c'est que je fais un pas vers lui. J'ai aussi normalement un stick dans les mains, pas une ombrière parce que je les trouve trop grosses, trop difficiles. J'ai du bambou qui pousse chez moi, donc moi je prends un morceau de bambou et je fais comme un geste de balai devant mes pieds et vraiment, je pousse mon corps. Je fais un pas en avant vers le cheval et en arrière, si il continue sans avoir rien changé et je continue à le suivre. Et je fais la petite dame qui balaye devant sa maison jusqu'au point où le cheval me regarde et me dit, wow, je suis pas, c'est pas très confortable et il va se déplacer. Donc, exactement cette idée que tu es au magasin, tu es en train de regarder un beau pull et le magasin est vide, mais non, la personne qui vient de rentrer vient à côté de toi, regarder le mec. Tu vois, c'est inconfortable, tu te déplaces. Bah, c'est le même genre d'idée. OK? Donc, et c'est pas un placement qui doit être absolument correct dans la première phase d'éducation. C'est juste que si le cheval est comme ça, ben, la plupart des chevaux le font, hein, ils mettent la tête à l'extérieur et ils se penchent. Et si tu vas regarder les autres visios en replay, il y a des photos où c'est bien défini et montré Ouais. que quand il se déplace, il va se remettre comme ça. Et une fois qu'il est là, on espère qu'éventuellement, il sera plus confortable et son système nerveux va s'en rendre compte. Quand on voit que le cheval va de là à là et après fait il mâchouille, là, on sait qu'il a eu un relâchement de dopamine. Il est plus confortable. Donc, éventuellement, c'est eux qui choisissent de se remettre dans cette posture.
Et une fois qu'ils ont compris ça et on se met à cheval et on leur demande de faire la même chose à cheval, c'est tellement plus facile pour eux parce que des fois, ils vont oublier, des fois, il y a le terrain sous les pieds les amène à faire une petite faute ou ils sont effrayés par quelque chose, quoi que ce soit. Et c'est juste un petit, une toute petite indication et tu les sens de eux-mêmes se remettre et repartir en alignement parce que c'est énormément plus confortable pour eux. Ça ne veut pas dire que tous les chevaux vont devenir. Moi, j'en ai 5 ici et chacun répond d'une manière différente. Celui que j'aime, qui a aimé ça le plus, c'est une jument qui est très longue dans le dos et très courte sur jambes. L'instant que je lui ai appris l'alignement, elle n'a jamais voulu entendre parler d'autre chose. Mais Mhm. il y a d'autres où tu dois de temps en temps leur dire Hey, hey, remember? Oh, yes, of course. Bien sûr, désolé, j'avais oublié pour 2 secondes. Et puis se remettre en alignement. Mais c'est tellement, tellement plus facile que d'essayer de contrôler la tête et les fesses et avec le poids du corps. Puis après, il faut faire ci avec ta main, puis ça avec ta jambe. C'est trop compliqué tout ça. C'est Mhm. compliqué pour l'humain, donc pour le cheval, c'est vraiment encore plus perturbant. Donc, quand on le travaille à la longe, donc, on veut que son corps soit aligné parce que souvent, et je sais que ma jument, elle me regarde pour savoir qu'est-ce que je vais lui demander. Elle me pose des questions, hein. Donc, on veut qu'elle regarde droit devant pour justement qu'elle ne soit pas le cou à l'intérieur, puis le corps. Donc, on la laisse travailler tranquillement sur le cercle pour qu'elle soit droite, en fait. Oui, mais si elle n'a pas la tête droite devant elle, si elle ne tient pas sa tête droite devant elle, ça, c'est une indication. C'est pour ça que je dis aux gens, surtout, ne mettez pas d'enraînement. Parce que Ah non? l'instant que vous enraînez vos chevaux, le cheval n'a plus l'option d'utiliser son encolure, mais l'instant que le cheval tient sa tête de lui-même droit devant lui, c'est parce que la cage thoracique est en verticalité. Donc, si elle tourne la tête à l'extérieur, tu lui demandes de faire un pas vers l'extérieur et de se remettre comme ça. Bah, si tu regardes ma tête, là, je suis en triangle. Quand je ramène mes épaules, bah, ma tête, elle revient par-dessus mes épaules. Donc, Mhm. c'est exactement la même chose. C'est de juste prendre le milieu du cheval et de le réaligner aux extrêmes. Et ça, c'est vraiment le début de l'alignement. La coordination des diagonales, ça, c'est la clé pour les lignes droites et les cercles. Et ça, c'est que le début, hein. Ça, c'est le tout petit. Si vous savez ça, clé pour aller monter plus haut dans les sports que vous voulez faire, même si c'est juste aller en balade avec vos chevaux dans les montagnes. Parce qu'un cheval qui est en alignement est beaucoup plus stable et beaucoup plus en équilibre. Je ne Oui. sais même pas s'il y a d'autres questions Ah, par rapport à ça. Donc, Sylvie demande comment on fait tout ça et si on pourrait avoir une petite vidéo. Alors, je vais juste dire quelque chose. C'est vrai que c'est l'œil qu'on va exercer en pratique qui est intéressant parce que sur une vidéo, comme ça, en fait, qu'on montrerait là, en fait, c'est un peu compliqué à observer, sauf à avoir une vidéo de très bonne qualité parce qu'il y a beaucoup de paramètres à observer et c'est quelque chose, c'est une éducation. De regarder comment le cheval pose ses pieds en fonction de comment il se positionne sur le cercle, c'est là où on voit. Donc, ça change toutes les secondes, donc voilà, c'est juste pour dire que il y aura des vidéos à un moment ou à un autre, hein, je pense, Lise, qu'on pourra montrer, mais prendre une vidéo et la décortiquer, il y a trop de choses à voir pour le faire comme ça ici, quoi. Alors, c'est ce que moi j'en pense, donc je laisse Lise compléter si besoin, parce que moi je l'ai découvert aussi, donc du coup, comme je le pratique, c'est mon ressenti de la façon dont les choses se passent quand on rentre là-dedans, quoi. bah, le plus gros problème avec les vidéos, c'est que sur cette plateforme, sur Zoom, moi, je peux mettre des vidéos, mais la plupart des gens voient que le cheval qui bouge un peu comme Ah, ça. ouais, c'est vrai que la C'est qualité. pas fluide, donc c'est compliqué à utiliser Zoom pour montrer des vidéos. Il faudrait pouvoir mettre sur YouTube et puis après, ça devient, ouais.
Mais par contre, si vous êtes intéressé, bien sûr, on a un cours qui se met en place où là, les gens peuvent étudier. Et Antoine, d'ailleurs, qui est là ce soir, a été un, un de mes élèves pour pas mal de temps et on a fait pas mal de choses ensemble. Hein, Antoine? Oui, c'est super. Ouais, ouais. J'ai appris pas mal de choses des bonnes bases qui restent, même avec mon jeune que je forme. Ouais, ouais, c'est super. Et non, on a travaillé avec des chevaux très compliqués, alors, avec Antoine, un qui s'appelle Pluriel, Ouais. et ta jument Coronne, qui malheureusement n'est plus avec nous, mais qui n'étaient pas des chevaux faciles. Et Antoine est un fabuleux cavalier. D'ailleurs, j'aimerais tellement qu'il habite plus près de chez moi parce que je lui demanderais de faire beaucoup de choses. Mais, euh, mais oui, je pense qu'il peut parler d'expérience de ce que c'était parce qu'on a travaillé quoi, 2, 3 ans ensemble. 3 ans, ouais. 3 ans. Ouais, Les ben ouais. personnes qui sont présentes ce soir n'ont pas fait le cours avec toi, c'est ça? Pardon? Les personnes qui sont présentes ce soir au webinar n'ont jamais fait de cours avec toi. Non, à part Virginie qui commence un peu, mais non, non, c'est pour vraiment que les gens découvrent un peu ce que c'est le travail d'alignement. Ah, d'accord, ok, ouais. C'est Ouais. vrai que il faut beaucoup de concentration au début et de ressenti pour pouvoir assimiler et les mettre en pratique. C'est un peu long au début, mais après, c'est vrai que ça marche vraiment. On a une autre question de Domi, mais bon, qui rejoint, en fait, c'est de l'impatience, mais ça c'est très humain. Comment fait-on à cheval pour le remettre en alignement? Car à la longe, je visualise plus ou moins, mais lorsqu'on est à cheval. Alors, tu as donné un élément de réponse déjà à ça dans le webinaire en disant que la main droite s'adresse à l'antérieur droit, la gauche à l'antérieur gauche, Exactement. la jambe droite Ouais, postérieure droit et l'autre postérieure gauche. Mais voilà. voilà. Bah, la chose la plus facile, bien sûr, c'est d'apprendre au cheval en main, parce que franchement, sans le poids du cavalier et sans changer son centre de gravité, hein, parce que chaque fois qu'on est à cheval, on remonte le centre de gravité du cheval, donc ils doivent retravailler leur stabilité et leur équilibre. Mais à cheval, c'est juste une question de revoir avec eux, avec le cheval, la même chose qu'on a vu à pied, sauf qu'on n'est pas à côté, on est par-dessus. Alors, si il commence à tourner la tête vers l'extérieur et pencher les épaules vers l'intérieur, on dit non avec la reine où il se penche. Donc, on garde la main écartée. Surtout, on ne va pas, et la plupart des cavaliers, vous allez le faire parce que c'est votre instinct qui va vous dire de le faire. Vous allez vouloir faire une reine indirecte, une reine indirecte. Il faut faire une reine directe où on ne touche pas l'encolure du cheval, qui dit non au pied gauche. On va dire le cheval va à gauche et la tête tourne à droite. En faisant ça, en ramenant votre coude sur votre corps, vous allez gentiment aussi encourager le cheval à tourner sa tête de là à là. La plupart des cavaliers sont satisfaits avec ça, sauf que le cheval n'a rien changé dans son corps. Il a juste changé la position de sa tête. Et là, après, on vous dit, ah, mais mettez plus de flexion, mettez plus de jambes intérieures, tout va bien. Allez, pliez-le ou incurvez-le. Mais rien ne change. Le cheval va s'appuyer contre vous et sur vous. Il va s'appuyer sur votre main et il va s'appuyer sur votre jambe parce que c'est comme ça qu'il va trouver son équilibre. Alors, c'est pour ça qu'on garde la main écartée, on ne touche pas l'encolure avec la reine et on prend l'autre main, la main qui parle au pied droit, et alors une main qui dit non, tu ne vas pas aller plus loin avec ton pied gauche, et l'autre main qui encourage le pied extérieur à venir vers l'extérieur. Donc, on a abduction. Et quand le cheval répond à cette question, donc déplace son pied droit vers l'extérieur, là, on va sentir cette cage thoracique qui, au lieu de pencher, revient là. Et tout d'un coup, vous avez le même contact dans chaque côté de vos mains, mais pas parce que vous avez établi ça, simplement parce qu'en ramenant la partie du milieu du cheval entre les extrémités, là, il est en alignement. Et ce qui est génial, c'est qu'il est en alignement horizontal et vertical. Donc, ça veut dire qu'en faisant ce geste, on ramène
le garrot par-dessus le sternum, tout autant qu'on ramène la partie du milieu entre les extrémités sur l'horizontale. Donc, en un geste, un petit geste où on fait no et yes, le cheval qui sait ce qu'on lui demande parce qu'on lui a appris, c'est pas à nous de lui faire faire, hein. Et c'est une des questions qu'on me demande tout le temps. Comment est-ce que je fais faire à mon cheval? Qu'est-ce que je dois faire pour faire faire à mon cheval? C'est pas votre responsabilité de lui faire faire quoi que ce soit. C'est votre responsabilité de lui apprendre à faire. Et une fois que le cheval a appris à faire, après, on peut juste guider à travers ce qu'il sait déjà faire à une conversation beaucoup plus complexe, hein, parce que quand on passe, par exemple, à un exercice où on fait euh, appuyer, 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 saute, appuyer, 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 saute. Ça, c'est une conversation hyper complexe avec le cheval. Mais s'il comprend comment gérer son corps, pour lui, c'est pas un problème. Donc, on commence à lui expliquer comment utiliser euh, ses diagonales, comment utiliser ces diagonales pour faire des cercles, comment utiliser ces diagonales pour aller profondément dans les coins. J'ai beaucoup de cavaliers de dressage qui perdent des points parce que le cheval ne peut pas se plier dans les coins de l'arène, La oui, carrière. de la carrière. Donc, nous, on leur apprend parce que c'est pas en pliant le cheval, c'est juste en plaçant, demandant au cheval de placer son antérieur-extérieur vers l'intérieur du coin et de pousser le reste vers le postérieur intérieur. Et comme ça, il se déplace, il n'a pas besoin de plier le haut de son corps, il juste transporte son corps, comme les gars qui tiennent le roi sur le palanquin, là, à travers le coin de la carrière ou du manège. C'est, c'est juste de penser au cheval d'une manière tout à fait différente. Il a deux parties très différentes. Il a le axial, qui est le haut du corps, et l'appendiculaire, qui est le bas du corps. Et on doit vraiment penser que c'est le bas du corps qui porte le haut du corps, pas le haut du corps qui influence le bas du corps. Et donc, on l'a un peu renversé. C'est à l'inverse de ce qui est ça paraît logique dans la tête de l'humain, mais c'est complètement illogique comparé aux lois de la nature. Et certainement pour le cheval, lui, il a de la peine à assimiler ces idées et d'y répondre. Voilà, longue réponse. Oui, non, mais il y a de quoi. Il y a beaucoup de grains à moudre, comme on dit, quoi. Et c'est Hmm. vrai que on est tellement curieux quand on entend, on écoute, Ouais, ouais, parce qu'effectivement, en regardant l'anatomie du cheval et ce qu'il fait, la description, comment il se conduit sur le cercle, tous les cavaliers l'ont vécu, et donc on a vraiment envie de savoir. ouais, ouais. Ah oui, oui, parce que c'est tellement, tellement mieux de pouvoir avoir un cheval qui arrive à faire juste les trucs très, très basiques, comme une ligne droite et des cercles dans les deux sens, tout aussi bien à gauche qu'à droite, un cercle de 3 mètres jusqu'à un cercle de 20 mètres, euh, et de pouvoir changer de direction et on sent que le cheval se réajuste pour aller d'une diagonale à l'autre quand il va de droite à gauche. De faire un grand cercle avec après un petit cercle ou quatre petits cercles de suite sur un grand cercle. Mais c'est incroyable de pouvoir faire ce genre d'exercice avec nos chevaux sans devoir micromanager, si ça se dit en français, micro-gérer chaque pas que le cheval fait. C'est juste de lui dire, bon, maintenant on va aller à droite et on va faire le cercle à droite. Et, euh, et s'il y a besoin d'un petit ajustement, c'est juste un petit ajustement, rien d'énorme. OK. Ok. Alors, Domi dit merci beaucoup, vraiment hâte d'en savoir plus sur la formation. OK. On va y venir. Et Sylvie, la ligne droite semble très difficile à cheval. Et ben, oui, aussi. Ouais. Bah aussi, c'est la même chose, hein. Et la Ouais. ligne droite, une fois que on a planté l'idée dans notre tête que le cheval va aller de une diagonale à l'autre de la même manière,
ce qui veut dire qu'il va mettre de la même puissance dans la diagonale droite que dans la diagonale gauche. S'il commence à mettre plus de puissance à gauche et il ne se retient pas sur ce antérieur gauche, là, il va tomber de la ligne. C'est ce que j'appelle ça. Là, le cheval, il se tient, il se tient, il se tient, paf, il tombe de la ligne. Quand il tombe de sa ligne, si on est à cheval, c'est juste une question de dire wow, wow, wow au pied qui veut partir de la ligne et de lui demander de remettre le pied droit, si on est à gauche, sur la ligne, sur le tracé qu'on est. Une fois qu'il est de nouveau de retour et qu'il a remis sa cage thoracique en verticalité, la ligne droite, elle est facile, c'est pas difficile. C'est vrai que Simplement un changement de compréhension de comment le cheval euh, est construit et comment on lui apprend. Les choses qu'on lui apprend sont complètement différentes que la façon dont lui, il utiliserait son corps s'il était juste au pré ou en liberté. On leur apprend à devenir des athlètes comme on apprend à nos athlètes humains à devenir des athlètes. Moi, je ne suis pas née sachant comment monter à cheval ou faire du ski ou conduire une voiture. J'ai dû apprendre toutes ces choses, mais on prend des jeunes chevaux de 3 ans qui ont été abandonnés quoi, pas abandonnés, mais mis dans un champ avec d'autres bébés pour 3 ans. Et en 3, 4 mois, ils sont en compétition à l'âge de 4 ans. Ils savent rien. Ils sont absolument menés par le cavalier au lieu d'être instruits par le cavalier. Mais le cavalier, parce que lui, il a appris à monter à cheval, croit que de monter à cheval et de entraîner un cheval, c'est la même chose. Quoi, éduquer, j'aime pas le mot entraîner, mais éduquer le cheval, et c'est pas la même chose. C'est pas, juste parce que je sais conduire une voiture, ça veut pas dire que je sais la construire. Donc, il faut avoir les deux compétences. Il faut pouvoir monter et il faut pouvoir influencer un cheval d'une manière euh, 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 avec des connaissances assez approfondies de ce que c'est de construire un cheval. Et c'est pas juste de tirer, pousser, mettre des rênes allemandes et des éperons et hi-ha, on y va. C'est pas ça l'équitation. C'est vraiment de comprendre ce que c'est le cheval et d'en faire notre partenaire, pas juste notre soumis, comme malheureusement on voit beaucoup. Et en ce moment, on doit changer les choses parce que si on ne les change pas, je vous jure, ils vont nous enlever le droit de monter à cheval. Ça, c'est sûr. je voudrais juste donner une petite image pour la notion de ligne droite difficile qui est assez simple à retenir. Donc, j'utilise dans mes bilans dynamiques en ostéo. En fait, si vous imaginez que le cheval est une table, on va dire, ça reprend la stabilité et les schémas que Lise faisait, ou a fait dans l'autre webinaire, et que les jambes, enfin les pieds de la table, donc les jambes du cheval en l'occurrence, euh, ont un mouvement de balancier d'avant vers l'arrière et d'arrière vers l'avant. Si par exemple un des deux antérieurs va systématiquement plus loin que l'autre, plus vers l'avant, et que l'autre va plutôt plus vers l'arrière, hein, parce que ce mouvement-là n'est pas symétrique, et que vous avez au niveau des postérieurs, pareil, un balancement vers l'avant qui n'est pas symétrique entre les deux postérieurs, et pareil pour le balancement vers l'arrière. Et vous tracez ensuite une ligne. Vous imaginez ça, vous dites, ça y est, par exemple, on va prendre un exemple bête, mais l'antérieur droit, par exemple, balance plus vers l'avant et le postérieur gauche plus vers l'avant. Et vous tracez en fait une ligne droite des deux diagonaux et vous voyez tout de suite qu'en fait, il n'y a pas la même distance parcourue entre les deux diagonaux. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas la même distance, c'est comme un parallélisme de voiture, ça ne peut pas aller droit. D'où la difficulté d'avoir un cheval qui marche droit, et ça, c'est pour tous les cavaliers. Quand les cavaliers, les écuyers parlent de rectitude, ils se battent avec ça, entre guillemets, leur bagarre de rectitude. C'est ça, c'est simplement que les diagonaux n'ont pas la même distance, donc ça ne peut pas faire. Et ce qui explique qu'on a un postérieur qui va moins bien fonctionner, une épaule sur laquelle le cheval va plus tomber. Ça, c'est juste comment dire, les ressentis et les conséquences en fait de cette différence d'amplitude des différents diagonaux. Si l'amplitude est pareille, on a une croix.
Et on a un carré ou un parallélogramme qui est rectiligne et qui n'est pas penché d'un côté ou plus en avant, avec un côté plus en avant que l'autre. La table, elle est droite. Voilà. Ouais. Oui, et pour arriver à cette table qui est droite, il faut enseigner au cheval. Donc, c'est exactement ce que je vous ai expliqué ce soir. On commence à parler au cheval de ce qui se passe avec sa jambe, une de ses jambes extérieures, quoi, la jambe avant ou antérieure extérieure et la jambe intérieure postérieure et de comment les relier l'une à l'autre. Mais il faut éveiller ça dans le cerveau et le système nerveux du cheval. Si c'est pas éveillé, ben lui, il va continuer. Vous voyez, vos chevaux, ils se déplacent comme ça. Et la raison pour laquelle on vous dit toujours plus de jambes, plus de jambes, plus de jambes, allez, plus, allez en avant, c'est si le cheval fait une contraction musculaire un peu plus forte, donc parce que on lui demande d'aller en avant, c'est plus facile pour lui de maintenir une ligne droite que s'il est tout relax. S'il est tout relax, il va plus ou moins aller comme ça, avec de l'herbe dans le vent, mais il ne va pas être rigide. Mais si on leur demande d'aller plus en avant, sauf que c'est comme si on met un gros plâtre par-dessus un problème. C'est comme si on cache quelque chose parce qu'on ne change rien dans la nature du cheval, on ne change rien dans son corps. Donc, quand on arrive au point où on a vraiment besoin que ce cheval puisse maintenir une ligne droite, donc une ligne droite qui va le mener à un obstacle ou qui va lui permettre de faire une figure de dressage parfaite, il ne peut pas le faire sans que le cavalier travaille beaucoup trop à essayer de garder cet animal en ligne droite. Et moi, franchement, je ne le vois pas. Je vois énormément de cavaliers de haut niveau. Ils sont des super cavaliers, hein. Rien à dire sur le fait qu'ils savent monter à cheval. Mais ils n'ont jamais été éduqués à comprendre l'anatomie en mouvement du cheval. Donc, c'est eux qui gèrent le mouvement et au lieu d'apprendre au cheval à gérer son propre mouvement et son propre corps. Et ça mène cavalier et cheval à des problématiques physiques assez sérieuses dans leur futur. Donc, voilà. Et, et ben, on n'a plus de, il n'y a plus de questions pour le moment. Et, C'est comme je disais, c'est pas. Si on a d'autres, vous pouvez les envoyer par email puisque vous êtes inscrits, donc on y répondra. Du coup, bah, je vais prendre un petit moment pour vous parler comme Dominique disait, vouloir en savoir plus sur la formation. Voilà, on a mis en place une formation en ligne. est-ce que tu veux juste arrêter l'enregistrement? Tu voulais pas Pas tout de enregistrer? suite, Non, parce que je vais ok. le mettre après. Juste pour donner l'information sur la formation en ligne, après on coupera s'il y a des questions plus particulières, parce que l'idée, c'est pas de passer du temps là-dessus, mais voilà, comme tout le monde, certains d'entre vous veulent les infos. Avant de les recevoir par email, j'en dis quelques mots ici. Donc, il y a une formation en ligne qu'on est en train de mettre en place, qui est disponible dès maintenant, sachant que bon, voilà, tous les modules ne sont pas encore transférés sur la plateforme, mais ils vont l'être. Pas de souci, il nous manque encore un peu de travail à faire, mais voilà, ça va être fait. Donc, vous pouvez suivre en ligne 6 modules voilà, pour apprendre Alignment Horse avec Lise, donc avec le travail en longe. Je vais vous envoyer ici le lien où vous pouvez aller récupérer, toc, toc, si j'y arrive, aller récupérer, toc, toc, comment ça marche? Coller, voilà. Vous pouvez aller récupérer en fait les informations. Et donc, dans cette formation en ligne, alors je fais court, hein, mais on va avoir donc les concepts importants pour apprendre à travailler les chevaux en alignement. Il y aura donc des vidéos, il y aura des documents à télécharger, de résumés, un format audio aussi. On a prévu de faire pour chaque module une visio pour répondre aux questions, voilà, aux approfondissements dont chacun pourra avoir besoin. Et il y a un
ce qu'on appelle une communauté où on peut échanger, où vous pourrez, si vous êtes intéressé, poster vos questions, mais aussi vos vidéos pour nous montrer comment ça se passe avec leur cheval, afin que Lise puisse vous accompagner et voilà, vous donner des éléments pour travailler. Voilà, donc ça c'est pour l'essentiel. Après, ben, c'est évolutif, on démarre, on commence simplement. De toute façon, parce de toute façon, on n'est pas des gens compliqués. Et c'est en construction et l'idée, c'est de pouvoir échanger avec vous et puis de pouvoir commencer voilà, à se former si on va en avoir envie. Alors, qui va recevoir le lien par email? Je vois bah, tous ceux qui sont inscrits à la newsletter. Voilà. Mais je vais l'envoyer là directement. Comme ça, vous pouvez le récupérer en cliquant dans le chat, il est dessus. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et voilà, donc ça, c'est la partie, une partie théorique avec les concepts. Bon, avec bien sûr, évidemment, une possibilité d'accompagnement par vidéo en ligne. Mais si vous avez vraiment envie de travailler en pratique, voilà, et, enfin, d'avoir des cours ou quelque chose de précis, il y aura autre chose alors, qui va être indépendant, hein, parce que là, ça sera à voir soit avec Lise chez elle, puisqu'elle a des maîtres d'école pour le faire, soit à Blanquette, puisque les chevaux sont éduqués aussi comme ça. Voilà, et donc chez Lise, vous pouvez travailler avec ses propres chevaux et j'imagine amener votre propre cheval si vous le souhaitez. Voilà. Puis après, en fonction du lieu où vous êtes et qu'il y a des personnes qui savent travailler sur cette approche-là, ben, il y a toujours possibilité de les contacter. Voilà pour la formation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Lise, par rapport à ça? Non, non, Voilà. simplement merci à tout le monde d'être venu et c'était et j'espère que si vous voulez en savoir plus, ben venez nous rejoindre, Voilà. surtout le Canada. Non. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous venez nous rejoindre. Si vous avez donc vous recevrez, donc là il y a le lien qui est dans le chat, mais voilà, je vais envoyer un email pour continuer, voilà, pour parler un petit peu de la formation, voilà, si vous avez envie de vous inscrire, etc. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour le moment, effectivement, on a fini nos 3 visios que vous pourrez retrouver en replay parce qu'il y a tellement de choses à emmagasiner que effectivement, ça peut être pas mal de revoir certains aspects. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve un peu plus tard donc via la newsletter pour avoir d'autres infos ou voilà. Elise, merci à toi. Merci Oh, bah, de beaucoup. rien. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, Lise. Oh, de rien, Antoine. Super d'avoir avec nous ce soir. Avec Et, plaisir. Ouais, c'était super intéressant. Et c'est vrai ouais, ça te évolutif. rappelle des choses? Pardon? Euh, oui, ça me rappelle des choses et qui sont très importantes. Mais bon, Ouais. c'est vrai que le Merci livre, Antoine. ça fatigue, hein. Merci d'avoir Antoine qui est Oui, oui, lui, c'est un vrai initié. un vrai initié. Oui, oui, à lui, ouais, super. Et vraiment, comme je dis, un super Et cavalier. de voir ton enthousiasme. Donc voilà, Ouais, Ah bah, cool. je l'ai fait sur mon pur sang où j'ai refait des choses parce qu'elle est à monter à l'envers. Donc, quand il y a des chevaux qui sont un peu montés à l'envers, on peut les remettre à l'endroit assez facilement. Ils ne sont pas rancuniers. Et bah là, je forme un nouveau cheval avec cette méthode et ça demande du temps. Des fois, ils comprennent pas tout de suite, mais dès que c'est acquis, après, ils comprennent Mm. sur le long terme. il faut savoir perdre du temps pour en gagner, dit-on en équitation. Les fondations sont longues, mais bon, après, la maison se monte vite derrière. Ouais, c'est ça. Les bases, les briques, les bonnes fondations, puis après ça roule. C'est ça. Ah ouais, ouais, ça monte très vite. Une fois que les fondations sont faites, le reste, ça va vite. Euh, mais c'est vrai que c'est très important. C'est ça, ouais. Bonne Justement. fondation. Ouais. Et de pas ruiner nos chevaux. Exactement. Ouais.
Ok, Pour ressentir tout ça, c'est vrai que le mieux, c'est de pratiquer avec, ouais. avec toi, par visio, enfin par caméra ou Ouais. en ta présence. Ouais. Ben, on va faire tout plein de choses. On va proposer tout plein de choses dans l'avenir, mais là, on commence tout juste à vraiment Ouais. Des tournées en faire des France. choses en... Ah ouais. Hein? Tu vas peut-être faire des tournées en France, non? Oui, oui, on commence un peu avec justement l'écurie de Carblanquette, qui ont des structures assez bien, quoi, pour faire ça. Et chez moi, et j'aimerais aussi refaire quelque chose dans ton coin du pays. Ok, ouais. Mais, mais Bah, ce ça, qu'il faut, ouais, je peux en parler pour faire un stage sur plusieurs jours éventuellement. ok, bah écoute, on se recontacte et puis on va voir ce qu'on peut organiser. Ah ouais, ouais, carrément. Cool, super. Bah, ça ferait plaisir de te revoir en tout cas, Antoine, de Ah ton ouais, moi côté. aussi, puis c'est vrai que de faire avancer aussi avec le jeune. Ouais, bah, j'aimerais bien le rencontrer, ton jeune cheval, ça serait bien. Ça serait super. Ah ouais, il est... Bon, donc on fera ça, ça sera Ah, super. eh ben Bon, bah, merci. écoute, hein? Dis merci Merci. beaucoup. Ah, Merci à vous. merci à tout le monde Une et à bonne très soirée bientôt. et à bientôt. Ouais. Au revoir.